Chers amis du Club du Mercredi, bonjour. Nous sommes de retour pour les entretiens de la quarantaine. Je ne pensais pas reprendre cette playlist de sitôt. Malheureusement, nous y sommes contraints. La France et même l'Europe de façon générale se laissent aller à la tentation d'un deuxième confinement qui risque en plus peut-être de durer plus longtemps que le premier. Donc, d'un côté, si vous appréciez notre travail, ça va vous fournir un petit peu de matériel intellectuel et quelques vidéos à regarder pendant le temps de ce confinement, mais on s'en serait bien passé. Nous sommes aujourd'hui pour la reprise avec Olivier Piacentini. Olivier Piacentini et nous nous connaissons un petit peu. Nous étions entrés en relation à l'occasion de l'organisation de la journée souverainiste qui devait avoir lieu le 10 octobre. Journée souverainiste qui a elle aussi subi les foudres du coronavirus et des mesures sanitaires qui l'accompagnent, puisque nous avons été contraints de la reporter. Et Olivier et moi échangeons régulièrement depuis, donc ne soyez pas surpris si nous décidons de nous tutoyer. On a eu l'occasion de faire connaissance depuis. Alors, Olivier, j'ai souhaité t'inviter pour aborder plusieurs sujets aujourd'hui. Tu as l'avantage d'être un auteur prolifique et assez polyvalent dans tes analyses, puisque tu as écrit déjà quelques livres sur la chute de l'Empire occidental, vers la chute de l'Empire occidental. Tu as publié en 2018 OPA sur l'Élysée pour faire un bilan de la première année de la présence d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Et puis là, tu viens de nous proposer ton dernier ouvrage, donc publié en 2020, disponible depuis une quinzaine de jours, Le Mirage mondialiste. Et donc, voilà, ta présence sur les divers médias que tu fréquentes actuellement est d'actualité. Je souhaite aujourd'hui t'interroger sur des questions géopolitiques et économiques. Et j'espère d'ailleurs que sur le volet économique, tu vas pouvoir nous éclairer de tes analyses en lien avec ton activité de conseil auprès des créateurs d'entreprises. Ça va être intéressant de t'entendre parce que tu as Oui, oui, vraiment oui. voilà, tu es vraiment sur le terrain. Tu n'es pas que un rat Ah, je de suis sur le terrain. bibliothèque. Voilà, tu es sur le terrain. Donc, on va Oui, avoir oui, des retours qui ne seront pas forcément des retours que nous avons l'habitude d'entendre. Et c'est je vais certain. bouger là-dessus. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose te concernant? Peut-être où on peut te retrouver. Tu as, avant toute chose, tu as une chaîne YouTube, tu as une page Facebook. Et j'ai une page Facebook avec plus de 20 000 followers sur mes différentes pages, hein. J'ai une page de l'économie patriote, un journal, mais je suis déjà à 5 000 amis. Et j'ai une page qui a plus de 13 000 followers. Et j'ai aussi une chaîne YouTube. Voilà, et on peut te retrouver régulièrement sur la chaîne YouTube également de Radio Athéna, où tu étais d'ailleurs hier soir. J'étais hier soir avec mon ami Henri Glesca, Voilà, c'est bien qui ce qui a me la semblait. gentillesse de m'inviter assez souvent. Je suis souvent invité sur Sud Radio, Radio Courtoisie, TV Liberté. Et j'écris aussi beaucoup dans Boulevard Voltaire, Ipsos Laïque, Polémia, Info, etc. Plusieurs sites d'information. Ok, alors écoute, on va commencer. Avant ça, je vais juste rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent nous soutenir en aimant notre page Facebook, en nous suivant sur Twitter, en nous suivant sur YouTube et éventuellement en nous faisant un petit don de soutien sur Tipeee. Et puis également, j'en profite pour leur présenter mes excuses. Je suis un petit peu pris au niveau du nez et de la gorge. J'espère que ça ne va pas trop les gêner dans l'écoute de cet entretien. Alors, je voulais t'interroger dans un premier temps sur le reconfinement et connaître ton avis sur le sujet en quelques minutes. Est-ce que tu penses que ce reconfinement est une bonne décision? Était-il nécessaire? Et comment les choses vont-elles évoluer selon toi? Allons-nous vers des restrictions de notre condition? Ben, écoute, ce reconfinement, pour moi, c'est dire une mascarade, une fumisterie, une supercherie, mais je ne sais même plus quel mot te dire. Pas plus tard que tout à l'heure, à 13 heures, puisque tu m'as parlé des retours que je peux faire au niveau de mon activité. Parce que moi, j'ai un cabinet de conseil qui travaille avec des créateurs d'entreprises et des jeunes entrepreneurs. Un de mes clients a été opéré il y a 10 jours à l'hôpital intercommunal de Montreuil. Il a été opéré de la gorge, ça n'a rien à voir avec le coronavirus. Et donc, je lui ai posé la question, mais alors, il y avait beaucoup de monde en réanimation. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Pas un, pas une personne. Les infirmières rigolaient du Covid. Hôpital intercommunal de Montreuil. C'est un gros hôpital, pour ceux qui ne connaissent pas la banlieue parisienne. Montreuil est une des plus grandes villes de toute la banlieue parisienne. Bon, ça, c'est le premier point.
Alors, je ne veux pas dire que les chiffres sont manipulés, mais je pense très sincèrement qu'il y a une terrible exagération. Le nombre de morts est toujours en moyenne de 200 morts par jour. C'est l'équivalent de ce qu'on a quand il y a la grippe, hein, et encore. Le tabac fait 500 morts par jour, est-ce qu'on prend des mesures sanitaires? L'alcool également. Moi, je pense que de toute façon, si le gouvernement avait pris des mesures cet été pour augmenter les capacités de réanimation, puisqu'en fait, tout le problème vient de là, c'est ce qu'on nous explique. On a peur que les capacités de réanimation des hôpitaux soient débordées. Mais pourquoi n'a-t-on pas créé des lits de réanimation? Un lit de réanimation, ça coûte entre 1 500 et 2 000 euros. Alors, on nous explique, j'écoutais là aussi tout à l'heure Olivier Véran, qu'il faut un certain temps pour former des réanimateurs. Alors, moi, j'ai une solution qui est, à mon avis, tout à fait facile à mettre en œuvre. Tout à fait facile à mettre en œuvre. Puisqu'on a recours à l'immigration pour faire venir des djihadistes, faire venir des terroristes, des assistés sociaux, toutes les cloches et tous les délinquants possibles et imaginables, est-ce que de faire venir entre peut-être 800 ou 1500 réanimateurs en contrat CDD de pays comme la Roumanie, le Bénin, Cuba et d'autres qui ont pléthore de gens qualifiés, est-ce que ça relèverait de quelque chose d'impossible et d'inimaginable? Moi, je ne suis pas pour dire on bloque toute l'immigration. Quand il y a besoin de gens à un moment précis, ben, il faut avoir recours à ce système-là. En France, l'immigration, apparemment, ça ne sert qu'à embêter la population locale. Voilà. Quand il y en aurait besoin, là, on n'en parle plus. C'est quand même étonnant. Tu ne trouves pas? Maxime, j'entends plus. Hein. Ça, voilà. Ah, c'est bon, j'avais un problème. Désolé, Ouais. j'avais un problème C'est sur pas mon grave. casque. C'est pas grave. Oui, j'allais te dire, ce qu'on nous dit généralement en réponse à ce type de proposition, c'est que les pays concernés ont également besoin de leur personnel. Hein. La Roumanie, la Bulgarie, etc. rencontrent aussi le problème de la crise sanitaire. Et ils ont également besoin de leur personnel. Beaucoup plus faiblement. Les gens, je suis désolé, mais tu vois, quand il y avait une pénurie de masques, pendant que nous, on remplaçait des tas de formulaires qui devaient passer d'un service à l'autre, Donald Trump envoyait des gens avec des billets d'argent liquide sur le tarmac des aéroports pour que les masques arrivent chez lui. Je suis désolé, il y a tout à fait moyen de payer les gens et les gens sont libres en Roumanie, s'ils ont trouvé un emploi avec de meilleures conditions en France, de partir. Il n'y a pas de souci. Hein. Tu me dis des conditions des pays qui sont touchés par la crise. Je t'ai cité tout à l'heure le Bénin, qui a beaucoup de médecins en surabondance. Je suis désolé, il n'y a pratiquement plus de Covid-19 depuis un certain temps. Comme d'ailleurs dans la plupart des pays d'Afrique noire. On pourrait revenir là-dessus, hein, d'ailleurs. Alors, il me semble que, voilà, pour une fois qu'il y aurait un recours à l'immigration qui soit pertinent et qui peut se faire dans le cadre d'une immigration de travail par contrat CDD, d'ailleurs, avec des médecins en plus. En principe, c'est quand même pas ceux-là qui vont nous enquiquiner toute la journée. Ben, on ne le fait pas. On n'envisage même pas la question. On ne se pose même pas la question. Résultat, aujourd'hui, effectivement, il peut y avoir des risques de débordement au sein, je dirais, des hôpitaux. Et pour quelques centaines de millions d'euros qu'on n'a pas investis, ben, on va se retrouver avec des pertes de PIB qui sont de l'ordre de dizaines de milliards d'euros par mois. Oui, parce Par que mois. le problème, c'est qu'on a la sensation quand même qu'il y a une volonté étatique de ne pas trop avancer sur ces questions, de ne pas les régler. Tout l'été, on a entendu parler de suppression de lits en réanimation. Moi, je peux Oui, te dire oui. qu'on est concerné en Meurthe-et-Moselle puisqu'il y avait eu un scandale pendant le premier confinement. L'Agence régionale de santé, à l'époque, avait maintenu sa décision de supprimer des postes et des lits en réanimation à l'hôpital à Nancy. Et cette décision, a priori, a été mise en œuvre. Donc, on est en droit de se poser la question, de dire, bon, quelques centaines de millions d'euros auraient pu être investis pour effectivement améliorer les conditions de l'hôpital public. Et finalement, ça n'a pas été fait et ça va nous coûter extrêmement cher d'un point de vue de la perte de PIB. Est-ce que Et, ce… Ouais, vas-y, je te rends la parole. et alors, il y a un deuxième point qui est quand même extrêmement étonnant. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, je dirais, une collusion avec l'hôpital privé, les cliniques? On a vu déjà pendant toute la première vague, alors on transfère des gens à l'autre bout de la France, voire en Allemagne ou en Suisse, et à côté de ça, il y a des cliniques où il n'y a personne dedans. Et Et moi, je trouve que souviens-toi c'est hallucinant. souviens-toi que ça avait pris un bon mois aussi lors de la première vague pour utiliser les cliniques privées. Hein. Ça avait fait Oui, l'objet ben d'un là, petit c'est scandale reparti, aussi. puisque de toute façon, euh, tout cela montre bien l'échec du système bureaucratique étatique français. C'est-à-dire qu'il faut bien voir quand même le problème principal. La France a
des dépenses de santé qui atteignent 11,5% du PIB. C'est en Europe les premières dépenses de santé d'Europe. Très loin devant, par exemple, des pays comme l'Italie qui sont à 7%, l'Espagne à 6%, l'Angleterre à 6%. Donc on a des dépenses de santé qui sont 35-40% supérieures. Est-ce qu'on se porte mieux que ces gens-là? Est-ce que vraiment la différence est à ce point flagrante que notre système marche mieux? Non. Mais pourquoi? Mais parce que toutes ces dépenses, au lieu de partir au service des usagers, au service de la population, rentrent dans un circuit bureaucratique totalement fou où on contrôle le contrôleur qui contrôle si tous les services, encore une fois, pour passer la moindre commande, on passe d'un bureau à l'autre qui fait des visas, des choses et des machins, et on n'en finit pas. Et au moment où il y a vraiment un gros problème qui arrive, il faut réagir de toute urgence, on est incapable de faire quoi que ce soit. On ne sait même plus à qui la décision appartient. Moi, j'avais vu une vidéo il y a quelque temps d'un patron d'entreprise d'import-export basé en Chine qui avait appelé dès le mois de mars, il a témoigné, il avait appelé dès le mois de mars le gouvernement français, le ministère de la Santé, pour lui proposer des masques. Il avait à disposition. Ils ne l'ont même pas relancé. Ils ne l'ont même pas relancé. Alors, je ne dis pas que c'est qu'ils ne voulaient pas des masques ou autres, c'est certainement qu'il devait y avoir un circuit bureaucratique tellement lourd que ça les en a dissuadés, très probablement. Donc, je veux dire, on voit bien qu'il y a quand même un gros problème dans notre pays au niveau de la dépense publique. Cette dépense publique qui, après, se répercute sur les charges des entreprises privées qui, elles, sont astreintes à une très grande rigueur, pendant que de l'autre côté, on gaspille, on gaspille, on gaspille, et on n'a pas, je dirais, de résultats en rapport. Encore une fois, quand on parle de différence de l'ordre de 7% de PIB dans un pays à 11,5% dans un pays comme la France, ça veut dire que c'est 90 milliards d'euros de dépenses en plus pour la santé. On devrait donc avoir des résultats largement supérieurs. 90 milliards d'euros, c'est 1500 euros par Français qu'on donne pour notre santé en plus des autres. Et les résultats ne sont pas meilleurs. Ouais. Est-ce que tu penses que la décision de laisser les quelques petits commerces ouverts à l'occasion de ce second confinement est aussi une décision pertinente, même s'il y a une polémique qui grandit de jour en jour sur les commerces essentiels et non essentiels? Voilà, il y a quand même plus de possibilités que lors du premier. Est-ce que tu juges ça pertinent dans le maintien de l'économie française ou est-ce qu'au contraire, comme on commence à l'entendre aussi, tu penses que ça va, comment dire, ça va ralentir les effets du confinement et que ça va donc prolonger cette période? Mais pour moi, ce confinement, parce que moi, je vais dans la rue, comme toi certainement, puis je me rends compte que finalement, bon, il y a effectivement un peu moins de monde, mais enfin, c'est pas non plus, à part le soir, le désert. Alors, finalement, quand on résume à quoi consiste le confinement, ça consiste à fermer les petits commerces. Finalement, c'est la grosse décision qu'on voit et qui est parfaitement palpable. Est-ce que les gens sont contaminés dans les petits commerces? Question. Est-ce qu'il y a une étude en ce sens qui est capable de nous dire que c'est dans les librairies, les magasins de vêtements, les magasins de décoration, les artisans coiffeurs, est-ce que c'est là qu'il y a vraiment des problèmes? Je ne suis pas persuadé. Franchement, je ne vois pas en quoi ces magasins posent plus de problèmes que les grandes surfaces. Il a fallu qu'il y ait des réactions de la population des commerçants artisans pour constater qu'il y a vraiment une inégalité scandaleuse vis-à-vis des grandes surfaces. Et alors, au lieu d'essayer de rétablir les choses par le haut, c'est-à-dire de tolérer des ouvertures sous conditions pour les petits commerces, on fait tout vers le bas, c'est-à-dire qu'on ferme tout partout. Donc aujourd'hui, si tu veux t'acheter un parfum, ben, tu ne peux pas. Voilà. Ou alors Ou tu alors on peut commandes sur passer Internet. sur Amazon. Mais c'est ce que nous a dit M. Macron le soir du confinement. Il a dit, mais pas de problème, vous n'avez qu'à commander sur Internet. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est lui qui a dit ça le soir où il annonce le confinement. Est-ce que c'est le rôle du président de la République de faire la promotion du commerce sur Internet, qui est déjà richissime, richissime, qui nous pompe des emplois et qui ne paye pas les impôts sur le territoire pour une grande part? Et c'est le président de la République qui fait la promotion de ça en annonçant qu'il envoie les commerçants à la mort. Moi, je trouve ça mais hallucinant. Mais jamais je n'ai vu et entendu des choses pareilles. Moi, j'ai connu des présidents comme, je vais te dire, je vais te citer, même pas forcément des gens que j'appréciais, hein, mais tu prends Giscard d'Estaing, même Mitterrand et même Chirac, jamais on aurait pu entendre des choses comme ça, des erreurs pareilles, des bourdes de ce niveau dans la bouche des gens de cet ordre-là. Donc, avec Macron, on a vraiment le ridicule à tous les étages. Le ridicule, la forfaiture, l'inconséquence totale, c'est vraiment. Mais je ne sais pas, vous êtes jeune,
vous êtes plus jeune que moi, mais pour quelqu'un qui a connu d'autres personnalités, et je sais si je n'aimais pas Mitterrand, mais pas du tout, écoute, j'en suis presque à le regretter maintenant, tu vois. C'est quand même grave, hein, je ne pensais pas en arriver là un jour. Hein. C'est quand je vois ça. Hein. Ouais, oui, oui. D'ailleurs, tiens, à propos d'Amazon, à propos de l'achat sur Internet, Charles Sana a fait une vidéo disponible là, sur sa chaîne YouTube, qui est plutôt de bonne qualité aussi. Lui va jusqu'à dire que le gouvernement sera tellement embêté dans son problème d'équité et de concurrence faussée qu'il va en venir à demander à Amazon de supprimer également certains rayons. Que Oui, bah, ben, tiens, si tu peux plus acheter de livres en nulle librairie part, oui. à Leclerc, et bah, tu peux pas en acheter sur Amazon non plus. Là, on aurait vraiment touché le fond du Et enfin, on ridicule. ne peut plus rien acheter, quoi. En fait, autrement dit, on doit manger, rester devant sa télé. Et Et c'est-à-dire encore. Hein. qu'on pourra même plus consommer. Donc Bruno Le Maire qui arrêtait pas de Euh, nous dire votre épargne, maintenant il faut la dépenser, il faut consommer. Et ben on pourra peut-être même plus consommer. Et Sana nous oui, dit achetez tout de suite vos produits non essentiels, faites-le dès maintenant parce que peut-être que dans une semaine vous pourrez plus le faire. Et exactement. ouais, Mais si tu veux, c'est quand même représentatif de ce qu'est la gauche. Tu vois, c'est l'égalitarisme, mais pour y arriver, c'est toujours par le bas que ça tire. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je ne suis pas pour qu'on ferme Amazon. Moi, je suis pour qu'il y ait Amazon. Je suis pour que les gens puissent commander des choses sur Amazon, mes livres, les livres des autres, ou n'importe quoi. Mais je suis pour que tout le monde ait ses chances de lutter et de se battre et de vendre. Les petits commerçants, quand j'ai entendu les commerces non essentiels, rien que ce terme-là, ça m'a hérissé le poil, ça m'a hérissé les cheveux. Combien les petits commerçants embauchent de gens, et en particulier de jeunes? Combien? Eux, ils ne délocalisent pas, ils sont sur place. Les petits commerçants, sans les commerces, nos villes seraient comment? Il y a qu'à regarder. Je me suis baladé hier dans Paris avant d'aller à la radio chez notre ami Henri, mais c'était triste comme le jour des morts. D'ailleurs, c'était le jour des morts, en parenthèse. tu vois. Et d'une tristesse terrible. Je ne sais pas, c'est notre art de vivre à la française. La beauté de nos villes, les vitrines de nos commerçants y participent. Les vitrines de nos commerçants y participent. L'animation, la vie sociale, c'est essentiel. Eux sont essentiels. Et à mon avis, beaucoup plus essentiels que bien d'autres. Je ne vais pas les citer. Hein. Donc, je pense que vraiment de faire ce distinguo entre ce qui est essentiel, pas essentiel, c'est lamentable. Si la vie, ça consiste à se protéger des virus et à manger et à rester chez soi, si c'est ça la vie, pour moi, la vie, c'est autre chose. Et beaucoup de choses sont essentielles dans la vie, la lecture pour certains, visionner des films pour d'autres, s'habiller ou la mode pour d'autres, ou les outils de la high-tech pour d'autres. La vie, ce n'est pas que de manger et de rester couché chez soi. Voilà. Donc, beaucoup de choses sont essentielles déjà pour tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau sanitaire, quand on voit la mortalité de ce Covid-19, pour te dire quand même, j'ai un de mes clients qui s'est suicidé. Hein, il y a 3 semaines, il était dans l'événementiel. Un garçon de 38 ans, hein, qui était très dynamique. Depuis le mois de mars, il fait zéro de chiffre d'affaires, il ne sait plus comment faire. Eh bien, il s'est suicidé. Tu vois. Alors, tous les morts du Covid, mais qui ne sont pas liés directement au Covid, mais à toutes les décisions du gouvernement, à la catastrophe que ça a conduit. Qui les compte, cela? On ne les compte pas. Ils ne comptent pas, donc. Ils ne sont pas dans les statistiques. Moi, je suis désolé, c'est lamentable. Ouais, non, c'est absolument lamentable et on va tout de suite embrayer sur le sujet des indépendants. Je voulais t'entendre là-dessus. Philippe Murer a fait une étude. Il nous dit qu'il y aurait 2,8 millions de personnes aujourd'hui sans revenus à cause du confinement. Hein, c'est tous les corps de métier qui sont touchés par l'obligation de rester chez soi. Tu parlais d'un malheur là, pour quelqu'un de l'événementiel. Et ben justement, hein, un traiteur, par exemple, ne peut plus travailler. Là, c'est clair et net. Un traiteur, il ne peut pas faire de télétravail. Comment il fait? Il a des charges. Le fonds de solidarité, ça ne suffit pas forcément. Quelqu'un qui tient une boîte de nuit, il ne peut pas faire de télétravail. C'est fermé, c'est fermé. Quelqu'un qui Les boîtes de tient nuit, alors, voilà. Quelqu'un qui tient un pardon, même pas. restaurant Ouais. peut travailler un petit peu, peut-être à hauteur de 20% de son chiffre d'affaires habituel, mais guère plus. Et il est encore obligé d'employer des gens pour tenir. Toi, aujourd'hui, quels sont les retours que tu as? Ah bah, peut-être de petites données encore que je voulais faire. Tu disais la plupart des entrepreneurs en France sont des petites entreprises. Ah, c'est 97% des entreprises françaises qui sont des PME. Bien Ces sûr, PME-là sont bien celles sûr. qui forment les jeunes, qui nous prennent en alternance, qui nous font monter en compétences, qui nous permettent, nous, encore après, de créer d'autres entreprises, de reproduire le cycle, qui emploient aussi des personnes qui sont à quelques années de leur départ en retraite, qui leur permettent de travailler encore un petit peu, quelquefois même des retraités qui viennent faire quelques heures supplémentaires. Enfin, c'est des entreprises qui sont essentielles. 97% des entreprises françaises sont des PME. Ce sont elles qui mangent en premier les effets du confinement. Ces effets-là, toi, depuis ton cabinet de conseil, comment tu les ressens? Quels sont les retours que tu as du terrain?
Tu as bien raison de dire que ce sont ces petites entreprises et ces commerces qui sont essentiels parce qu'eux ne délocalisent pas, ils embauchent. Parce qu'en plus, les fameux 3% de grandes sociétés dont tu parles, non seulement elles n'embauchent pas, dans l'ensemble, hein, Hmm. mais elles délocalisent bien souvent. Donc elles détruisent de l'emploi ici. Et puis Alors elles ne sont évidemment, pas on a besoin de remplaçables. leurs. C'est Et pas voilà. remplaçable que ce soit par le roumain, Oui, oui, mais sans bien aucune, sûr. même, Mais bien, ni même par l'intelligence artificielle, les mais algorithmes, bien sûr. etc. Mais Le bien sûr. fleuriste Mais n'est bien. pas remplaçable par un algorithme. Non, non, Donc, parce c'est des qu'il y a, il emplois y a- il très y a le importants. conseil dans les fleurs, il y a la proximité, il y a le paysage, ça apporte au paysage des villes, et puis il y a le lien social. Les gens sont contents de discuter avec leurs fleuristes, de passer faire un tour. Beaucoup d'endroits, je ne parle même pas des villes moyennes. Le retour que j'ai, moi, au niveau de ce que je peux te dire, je peux te raconter des anecdotes. J'ai un de mes clients qui est dans les autocars, touristes. Il est dans les autocars pour touristes. D'accord. 20 ans qu'il fait ça, 20 ans. Et ben tu vois, l'autre jour, j'ai reçu et tout. Et ben ça s'est terminé que je lui ai donné 20 €. Ah Voilà, ouais. pour l'aider à manger. Voilà, on en est là, tu vois. Et c'est quelqu'un qui a des cars, ben les cars sont à l'arrêt, où tu vois des touristes. Voilà. Les aides Covid, je tiens à le dire ce soir, et je pense que c'est très important. Ça fait plus d'un mois et demi qu'elles ne sont pas versées. Un mois et demi. C'est vrai, les premiers mois, c'est parti très vite. Et tiens, je me suis dit, pour une fois, voilà un système qui fonctionne. Là, vraiment, pour, là, ça fait plus d'un mois et demi. On envoie les dossiers, la réponse, mais un mois et demi à 2 mois. Et des fois, on te demande des pièces supplémentaires, etc. Donc là, toutes les mesures qu'annonce le gouvernement pour sauver le petit commerce, soi-disant, des mesures partielles qui ne couvriront pas l'ensemble du problème. Mais toutes ces aides-là, elles vont mettre aussi 2 mois pour arriver. Bah, Parce que déjà, les pauvres, ils vont mourir de faim, hein, ils vont mourir de faim. le fonds de solidarité le fonds de solidarité pour octobre, il ouvre le 20 novembre. La date a été publiée ce matin par Ah décret. bon? Voilà, ça ouvre le 20 novembre. Alors, le temps que tu fasses ta demande, qu'elle soit traitée, que le virement Oui. te soit envoyé, tu as bien, allez, si on optimise 10-15 jours, donc c'est sûr et certain que par rapport à octobre, tu as déjà un mois et demi de décalage de Voilà, oui, trésorerie. oui, oui, c'est ça. Si ça met 10-15 jours, hein. Si Alors au ça met début, c'était 10-15 ça, jours. hein. Au début, quand il y a eu le premier confinement au mois de mars, effectivement, 3 semaines après, on avait tout, hein. Après le début du confinement, les versements commençaient à se faire. Mais aujourd'hui, j'ai des doutes. J'ai de gros doutes. Parce que je vais te dire, tu sais, l'argent miracle n'existe pas. Au bout d'un moment, la source va se tarir. La source va se tarir. Ça ne pourra pas continuer comme ça bien longtemps. Je te le dis très clairement. Très clairement. Et je pense que là, vraiment, on arrive au bout du bout. Et puis, une fois, même que pour les entreprises, celles qui vont avoir la chance d'échapper au carnage, mais quand elles vont sortir de là, mais elles vont être endettées pour combien de temps? Les prêts garantis de l'État, les ci, les là, les arriérés de loyer, parce que certaines négocient leur loyer avec leurs propriétaires pour décaler d'un mois, 2 mois, 3 mois, les charges sociales qui n'ont pas été annulées, mais décalées. Mais elles vont sortir de là, elles vont être endettées de combien? Et puis, il ne faut pas oublier que le propriétaire qui ne perçoit pas son loyer, il a aussi des Ah oui, charges. mais bien sûr, mais moi, c'est pas le propriétaire qui est le fautif, hein. Le propriétaire a droit à son loyer, c'est normal. Alors, certains sont compréhensifs et bon, essayent d'organiser, je dirais, des abandons de loyer ou des décalages ou des choses comme ça. Mais tout le monde ne le peut pas ou ne le fait pas. Et donc, moi, je ne sais pas qui peut prendre en charge des pertes pareilles. Mais mets-toi à la place des commerçants artisans qui ont investi, qui se sont endettés pour, je dirais, investir dans leur commerce, qui parfois ont des crédits, qui doivent payer des loyers, les magasins d'habillement qui avaient acheté déjà le stock de la collection printemps-été au mois de février, qui l'ont mis dans les rayons au mois de mars. Ils ont vendu quoi? Ils ont vendu quoi? Ils ont tout vendu en solde à tout casser. Et encore, je ne sais même pas si ça a rattrapé. Alors, pour finir, saison automne-hiver, ça recommence. Mais Ouais. les gens qui ont commandé le stock d'aliments, ils ont les échéances à payer. Ils vont vendre comment? Dans quelles conditions? Enfin, c'est délirant. Le gouvernement a pris la responsabilité de couler les petits commerces et il le fait. Moi, je suis désolé, ou ils n'y connaissent rien du tout, ou alors c'est fait délibérément, c'est pas. Ce n'est pas possible. Moi, je te dis qu'un nombre extrêmement important de petits commerces ne se remettront jamais de cette situation. Voilà. Et je ne parle même pas, évidemment, des propriétaires de discothèques qui sont fermés depuis 7 mois. 7 mois. Et comment peuvent-ils. Mais qui leur paye leur loyer? C'est les 1 500 € qui leur payent leur Non, je loyer crois qu'ils ont un fonds de solidarité étendu, hein, c'est jusqu'à 15 000 euros. Mais bon, 15 000 par euros mois. quand tu mets, ouais, mais quand tu mets le loyer, mais tu prends le loyer, une boîte de nuit dans une petite ville de province, peut-être que ça sort encore.
Mais 15 000 euros, si tu prends un loyer à Lyon, à Marseille ou à Paris, Mais bien sûr, tu es loin du compte. mais Ton, bien sûr. ton personnel que tu mets au chômage partiel, ton patron qui doit sortir encore un billet pour manger, 15 000 euros, c'est très vite Non, écoulé. non, mais alors moi, quand je vois ça, enfin, quand je vois les gens, c'est-à-dire que ce sont les gens qui font tenir notre France debout, qui maintiennent les apparences, qui maintiennent l'emploi, qui maintiennent ce pays qui va très mal depuis des années, qui ne l'abandonnent pas et qui le maintiennent debout, c'est cela qu'on assassine. Moi, je suis vraiment désolé, mais vraiment, les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. Donc, je pense qu'il y avait 1000 situations pour laisser les commerces ouverts. On pouvait réduire les plages horaires, on pouvait imposer qu'il n'y ait pas plus de 2 personnes en même temps dans le commerce, mettre des règles drastiques en termes sanitaires au niveau des gels hydroalcooliques, du port de masque, ce que tu veux. Il y avait 1000 moyens de laisser ces commerçants ouvrir et de leur laisser la possibilité de faire le minimum de chiffre d'affaires qui va leur permettre de tenir le coup. Le gouvernement les envoie comme ça au casse-pied. On dirait qu'ils n'ont même pas le moindre remords, même pas la moindre compassion pour ces gens-là. C'est incroyable. Rien que le terme, ils ne sont non essentiels, c'est lamentable, c'est de l'outrance. C'est du mépris. Alors, tu me diras qu'avec Macron, on a l'habitude du mépris, mais je trouve que c'est vraiment c'est hallucinant. Moi, je n'ai jamais vu ça. Oui, parce qu'on aurait pu très bien imaginer que certains de ces commerces vendent leurs articles dans la rue, sans forcément que tu sois obligé de rentrer dans la boutique. Tu mets une table à l'entrée, voilà, et tu vends comme ça aux passants, et tu fais une personne à la fois, avec des distances, tu fais une Il y a file, mille et ça manières, il y a passe. mille manières, il y a 1000 manières de faire. Mais Il y avait 1000 manières de leur laisser la possibilité de se défendre un tant soit peu. surtout Non, qu'aujourd'hui, tu peux continuer à aller chez ton boulanger-pâtissier, et c'est comme ça que ça se passe. Tu rentres, tu as 2 personnes maximum à l'intérieur, tu ah laisses ton oui, petit mètre de distance, tu prends ta viennoiserie, ta baguette, salut, au revoir. Et lui, mais aujourd'hui, il peut encore continuer à travailler dans des il peut conditions encore qui, continuer à travailler. même s'il reste ouvert, attention, c'est quand même pas une période extraordinaire pour lui non plus, parce que mécaniquement, Ah il a non, une non, baisse non, de mais moi chiffre j'ai d'affaires. discuté avec Et des boulangers, ils sont à 25-30% de moins. voilà. Alors ils ne se plaignent pas, parce que dans la situation actuelle, évidemment, c'est mauvais pour tout le monde. Mais enfin, je veux dire, pourquoi interdire aux gens de travailler, les empêcher de faire, de gagner leur vie, de manger leur pain. Enfin, c'est incroyable. Moi, je n'ai jamais vu une chose pareille. Je n'ai Oui, jamais parce vu une que chose pareille. ton boulanger, le produit sur lequel il marge plus que sa baguette, plus que son croissant le matin, c'est aussi le sandwich qu'il va vendre à 4,50 € à midi parce que toi, tu travailles au bureau à côté et que tu as besoin de manger sur le pouce. Comme au restaurant, le produit sur lequel il va marger, le restaurateur, c'est pas son plat du jour à 8,10 €, c'est la bouteille de vin qu'il va te mettre avec. Toi, Bien sûr. aujourd'hui, si tu prends en livraison, bah, tu prends pas la bouteille de vin avec et ton restaurateur, il marge moins. Donc, même s'il peut continuer à travailler un petit peu à la marge, pour le coup, c'est pas intéressant pour lui à long terme. Donc, c'est un modèle économique qu'il va falloir Non, 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 repenser. mais bon, on sait très bien que même si les petits commerces avaient été ouverts, ils ne cartonneraient certainement pas en ce moment. Ce serait au moins leur assurer leur survie. Leur survie. Ah Voilà. oui. Mais même ça, on le leur enlève. Donc, je ne Et sais pas. pour toi, Je suis outré. quelles seront les conséquences à venir? Parce que d'un côté, tu me dis qu'on assassine la France des TPE, PME et indépendants. De l'autre côté, on voit que le PIB français, bah, mécaniquement, parallèlement, va chuter, hein. J'écoutais Marc Toiti sur Sud Radio qui nous disait qu'on allait retomber au niveau du PIB de 2002. Comment ça va se passer concrètement? Quel avenir a cette population d'anciens patrons, d'indépendants qui va être laissé sur le côté? Je mets on parce que je suis moi-même indépendant. Ça va pour le moment, moi je me porte bien. Mais on va faire quoi? On va tous se passer Pôle emploi et RSA en attendant de pouvoir aller au rebond? Malheureusement, Comment ils vont le gérer? le drame ne touchera pas que les patrons, les petits patrons, parce que les salariés également vont subir un chômage beaucoup plus important. Oui, oui, bien À sûr, oui. terme, ça voudra dire qu'il y aura une baisse générale des salaires. Mais le gros problème, en fait, si tu veux, bon, prends un cas très simple. Pendant 15 jours, le gouvernement nous a fait cocorico avec le fameux plan de relance européen et le plan de relance français. 100 milliards d'euros. Voilà. Le plan de Mm. relance, on peut cumuler des 40 milliards de l'Union européenne. Il va falloir rembourser plus du double. Mais bon, ça, c'est pas dit. C'est pas dit Si dans on le dossier. l'a, si on l'a, parce que les pays de l'Est s'y opposent. Il n'est même pas Voilà. débloqué ce plan de Si on relance. l'a, si on l'a, si on l'a. Et de l'autre côté, le plan de relance français, donc, il complète ça pour monter tout ça à hauteur de 100 milliards d'euros. Bien. La perte de PIB cette année, ça va être 270 milliards d'euros.
100 milliards d'euros, c'est sur 2 ans. Mm. C'est pas par an, hein, c'est sur 2 ans. Donc 50 milliards par an. Cette année, 270 milliards de pertes de PIB. L'année prochaine, on n'en sait rien. Parti comme ça m'étonnerait. Vraiment, ça m'étonnerait que ça se redresse. Hein. Je ne vois pas du tout un redressement pour l'année prochaine. Alors, moi, ce plan de relance, à quoi sert-il? Je ne sais pas. En plus, j'ai fait une analyse là-dessus que j'ai mis sur Internet. C'est du saupoudrage. C'est-à-dire que ça ne se concentre pas sur les créneaux essentiels pour relancer nos industries et nos entreprises. Et c'est du saupoudrage électoraliste, les emplois jeunes, enfin, des déductions de jeunes, de charges pour les emplois de jeunes. Enfin, c'est des aides à l'embauche de 4 000 euros pour les emplois de jeunes. Bon, c'est des effets d'aubaine, ça ne va jamais marcher, ça n'a d'ailleurs jamais marché. Des aides pour les collectivités, pour rénover je ne sais quoi. Enfin, bon, bref, ça ne se concentre Olivier, pas sur l'essentiel des entreprises et aider à la relocalisation des entreprises en France. Voilà. Tout notre problème vient de là. Depuis 30 ans, notre pays, comme tous les autres pays européens, mais la France, c'est plus aigu, perd de sa substance économique parce qu'elle perd des industries. Les industries, c'est indispensable parce qu'elles fabriquent des biens qui s'exportent, donc qui nous font rentrer des devises. Bien. Pour compenser tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait? En France, on a choisi une option très simple. On s'endette pour renforcer le système de protection sociale et les aides sociales. Ce qui conduit à renforcer le système de consommation. Et j'ai utilisé une image très parlante. Pendant que les usines se ferment et qu'on voit des friches industrielles, eh bien à côté, on voit se développer les zones commerçantes, les zones avec des grandes surfaces. La France, c'est le pays d'Europe qui a le plus de grandes surfaces. Alors, moi, je suis pas contre les grandes surfaces, tu vois ce que je veux dire. Mais quel est le problème? C'est de l'argent qu'on emprunte, qu'on va donner sous forme d'aide sociale ou d'embauche de fonctionnaires. Ces gens vont consommer, mais ils vont consommer quoi? Puisqu'il n'y a pas d'industrie. Les produits étrangers. Et donc, on se retrouve avec une balance commerciale déficitaire tous les ans de 60-70 milliards d'euros, quelque chose de terrible, une perte de substance économique. Et après, on use systématiquement d'expédients pour faire tenir tout ça. C'est-à-dire, on s'endette. Après, on monétise la dette. Après, on titrise la dette. Après, on fait ci. Après, on fait là. Enfin, c'est une succession d'expédients sans fin pour tenir le coup financièrement, alors que peu à peu, nous nous enlisons. Et nous nous enlisons jusqu'au point où on va se noyer, parce qu'aujourd'hui, il nous est arrivé ce coup terrible qui, à mon avis, va finir par être un coup fatal pour notre pays, parce qu'on n'arrivera jamais à soutenir la dette. La solution, pour le moment, pour tous ces plans de relance et toutes ces aides qu'on distribue, parce que là, tu vois, il y a quelques années, on te disait 3 milliards d'euros par-ci, par-là, oh là là, on ne peut pas. Là, c'est 20 milliards, 30 milliards, 40 milliards tous les jours. Tu entends sortir de l'argent. C'est de l'argent qui vient d'où? Et qui est emprunté directement à la BCE ou qui est emprunté sur les marchés financiers. Hein. Notre dette publique aujourd'hui, elle va atteindre les 120% du PIB. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on travaille pendant 1 an et 3 mois pour rembourser la dette. On ne parle rien d'autre que de payer la dette. Hein. Bon. Quel est le problème? Parce que moi, j'entends des économistes sur les plateaux de télé qui te disent: ah oui, c'est pas grave, c'est de la dette perpétuelle, blablabla. Bla, bla, bla. Ah oui, la BCE, elle va faire des abandons de dette, etc. Mais de qui se moque-t-on? C'est ces économistes-là qui on voit au chapitre sur les plateaux. Mais c'est à mourir de rire. La dette, effectivement, ça fait des années qu'on ne la rembourse pas vraiment. Chaque fois qu'elle arrive à échéance, on se réendette de nouveaux prêts pour la couvrir. Et souvent, le prêt d'un montant supérieur, puisque notre déficit est permanent. Maintenant depuis 40 ans. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on rigole parce qu'effectivement, les taux d'intérêt sont négatifs. Les taux d'intérêt ne vont pas rester négatifs indéfiniment. Ça ne peut pas tenir ça non plus longtemps. Comme ça, les moindres oscillations sur les taux d'intérêt, de 1 à 1,5%, 2%, au stade où nous en sommes, le budget de l'État ne pourrait pas tenir. Ce serait la faillite assurée. Il suffit qu'il y ait un mouvement spéculatif sur les marchés financiers contre la dette française, et notre budget, on n'est plus capable de le tenir, parce qu'il faudrait rembourser 30 à 35 milliards d'euros d'intérêts en plus par an, ce qui est insoutenable. Bon, en fait, en réalité, on va se retrouver dans la même situation que la Grèce il y a quelques années. Nous devenons les fantoches de nos créanciers, des banques et des marchés financiers. C'est-à-dire que nous n'avons plus notre souveraineté. Aujourd'hui, notre pays est à la botte de ces gens-là qui, du jour au lendemain, peuvent appuyer sur le bouton et dire: voilà, pour la France, on te met sur la paille en 2 temps, 3 mouvements. Bon, voilà ce qui est en train d'arriver à notre pays.
Oui, parce que c'est ce que les économistes qui envoient au chapitre ne disent jamais. Certains commencent même à laisser planer l'idée qu'après tout, 200% de dette, le Japon le fait bien, la société japonaise se porte bien. Ce qu'ils ne disent jamais, c'est qu'on est plus proche de la société grecque que de la société japonaise, simplement parce que la dette japonaise est détenue par les Japonais. Donc, Alors, il n'y a pas de pression extérieure. Nous, c'est plus de 50% de notre dette qui est détenue par enfin, c'est des investisseurs étrangers qui détiennent notre dette. Donc, on va subir des pressions géopolitiques, et c'est également un de tes sujets, qui font qu'à terme, on sera peut-être obligé de mettre encore plus la France en pièces, pourvu qu'il nous lâche un petit peu qu'il nous laisse un petit peu de temps pour rembourser. Mais on sait ce que c'est. Quand tu mets la pression sur quelqu'un, plus tu as un mouvement de résistance de la personne là, plus tu accentues la pression. Et même si cette personne te montre qu'elle est lâche et soumise, bah, tu accentues également la pression parce que tu profites du fait qu'elle va être lâche et soumise. Donc, on se met dans une position très, très difficile par rapport à notre dette. C'est on clair et se net. met dans une position de perdre complètement notre indépendance et notre souveraineté. Tous les volets, on l'a déjà perdu en termes politiques, en termes monétaires, en termes budgétaires, on la perd en termes financiers, on la perd à tous les niveaux. Sur la dette du Japon, tu as bien fait de dire que la dette du Japon est détenue par les Japonais. C'est donc moins grave. Mais là encore, pour les plus de 35-40 ans, dont je suis largement dépassé, dans les années 80-90, le Japon, c'était un dragon qui faisait peur à tout le monde, comme la Chine. À partir du moment où il y a eu, je dirais, la crise financière de 97 dans toute l'Asie, le Japon a commencé à s'endetter. Et aujourd'hui, alors ce n'est pas une économie qui est en faillite, mais c'est une économie qui est en croissance très faible depuis des années, des décennies. Ce n'est plus du tout le Japon que j'ai connu. Et c'est cette dette-là qu'elle se traîne, qui effectivement est moins grave, parce qu'elle est entre les mains de gens qui n'ont pas intérêt à démolir le pays, c'est évident. Mais 200% de dette, même pour le Japon, c'est très lourd à porter. Parce que je peux te dire que le dynamisme du Japon en a pris un sacré coup dans l'aile. Concernant la France, comme la France est un des pays qui a le plus joué le jeu de la mondialisation, la France, effectivement, sa dette est détenue à plus de 60% par étranger. Et quand on dit des étrangers, parmi ces étrangers, il y a effectivement des banques, les BlackRock, les fonds de pension américains ou autres. Il y a également des pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Chine. Ils sont gentils, ces pays-là, avec nous. Hein. C'est sûr que c'est nos grands amis, bien entendu. Hein. À aucun moment, il leur viendra l'idée de nous donner un petit coup de poignard dans le dos. Bon. Et puis, il y a une partie de la dette qui est détenue par la BCE. Alors, on nous dit, mais finalement, la BCE, c'est très simple. Hein. Elle n'a qu'à faire des abandons de dette. Ah oui, mais ça, des abandons de dette, ça s'appelle comment? Ça s'appelle faire de la création monétaire déguisée. C'est la planche à billets. Donc, le fameux euro dont tout le monde nous dit qu'il faut absolument que ce soit la monnaie de référence, ça fait 25 ans d'ailleurs qu'on nous dit que l'euro doit supplanter le dollar, que ça va être la monnaie qui va nous sauver, qui va nous permettre de lutter contre les grands empires, etc. Donc, on est prêt à faire des abandons de dette pour des centaines de milliards qui sont en fait de la création monétaire déguisée. Et donc, on est prêt à saper le crédit de notre monnaie. Mais tout ça, ça va nous mener fatalement, s'ils le font, à un effondrement monétaire un jour ou l'autre. Et en sachant que, à l'orée du bois, bien tapis dans l'ombre, il y a la Chine qui n'attend que ce type d'événement pour supplanter le dollar et l'euro. Il faut bien comprendre. C'est-à-dire que non seulement on est dans la panade complète, mais en plus, nous avons aujourd'hui des ennemis qui sont aux aguets et qui n'attendent que de nous voir plonger pour nous écraser et prendre le dessus. C'est-à-dire que l'Occident commande le monde depuis des siècles. C'est l'Occident qui est le centre du monde depuis des siècles. Il ne faut pas croire que les autres aiment ça. Vous voyez, la mondialisation dont on nous parle, oui, la fraternité universelle, blabla, tout ça, on voit bien aujourd'hui que c'est du pipeau. Hein, et que des grandes puissances et des pays comme la Chine qui ont été humiliés dans le passé par les Occidentaux, ben, ça les amuserait bien de nous rendre un petit peu le coup de pied de l'âne. Et ils le feront. Et ils travaillent pour ça. Et j'en suis convaincu. Justement, avant de parler de l'avenir de la mondialisation, c'est un sujet sur lequel je voulais t'interroger aussi. Une dernière chose à propos de la France des PME et la France des indépendants, c'est les conséquences sociales que leur disparition va avoir. Alors, pardonnez-moi, je m'avance peut-être un petit peu, mais tu sais que la France est le premier pays européen, voire mondial, je crois, par rapport au nombre d'habitants, de consommateurs d'antidépresseurs, d'anxiolytiques. Oui, Voilà, ça va pas s'arranger. Hein. la population française est une population de plus en plus triste, de plus en plus stressée, de plus en plus tendue, mal dans sa peau. Mais c'est une population qui avait
une façon d'oublier ça quelques instants en allant au restaurant, en allant boire un verre le soir, en sortant danser, en ayant toujours ces petits moments de vie. Aujourd'hui, on a vu lors du premier confinement qu'on a eu une augmentation du nombre de violences conjugales notamment, de violences contre soi aussi. Comment tu vois les choses pour la suite? Est-ce que ça va, enfin, dans quelle mesure ça va empirer? Parce que c'est difficile de penser que ça va s'arranger, mais dans quelle mesure ça va empirer la disparition de nos bistrots, la disparition de nos restaurants, de nos boîtes de nuit, de tous ces lieux de sociabilité où ça va être plus difficile aussi de créer des couples, de se reproduire aussi parce que ça va être difficile de faire des rencontres. Est-ce que tu crois que la population va atteindre un point tel de tristesse et de négativité qu'on va aller au rebond, ou est-ce que tu crois qu'on va tranquillement se laisser mourir et se laisser, Moi, je se crois laisser vraiment, aller? vraiment, je crois au sursaut du peuple français. Moi, je crois dans le peuple français, mais le peuple français, s'il est triste et s'il y a une particularité à la tristesse dans le peuple français depuis des années, euh, je pense que vraiment, il y a le gros problème de cette immersion dans la mondialisation folle qui touche très profondément les gens. Les gens le ressentent sur plusieurs volets. Le volet identitaire où la culture française, la culture populaire française n'est pas respectée, se trouve en concurrence sur son propre sol avec des cultures étrangères. Vous Mais voyez. Olivier, je te coupe juste parce que là, tu es en train de changer de sujet, mais tu es à côté de la plaque, pardonne-moi. Tu sais bien qu'il n'y a pas de culture française. Ça fait 3 ans qu'on nous l'a dit qu'il n'y avait pas de culture française. Ben moi, je dis pas, mais moi, je l'aime et je Tu aimes tiens ce à ce qui qu'elle reste en n'existe pas. place et je suis terriblement attristé de voir à quel point elle est maltraitée. Bah oui. Et la culture populaire française, c'est ça qui me tue, c'est-à-dire la culture des gens moyens, de la France moyenne, qui est méprisée dans les médias. Les humoristes s'en moquent. Regarde un petit peu comment un certain nombre de sketchs sont tournés. C'est-à-dire que bon, ben, on nous fait passer un peu pour des beaufs en quelque sorte. Et toute la journée, c'est ça, et les gens subissent ça. C'est d'une violence incroyable. On est sur notre propre sol, on se croirait traité comme une sous-catégorie, alors que nous sommes chez nous, et que c'est nous qui avons fait ce pays. C'est nous qui avons fait de ce pays l'un des plus beaux du monde. Eh bien, ce même peuple qui a fait tout ça se voit cracher dessus par ces élites et qui encourage certaines populations immigrées à entretenir un communautarisme qui se tourne contre cette culture principale. J'ai écrit un livre que je n'ai pas encore publié qui s'appelle Les Trois France. Aujourd'hui, il y a une très profonde division de la France. Il y a une division de la France entre la France enracinée, la vraie France, celle qui travaille, les Français de souche, mais aussi, moi je le dis, certains immigrés bien intégrés, ça existe et qui veulent partager, je dirais, notre culture commune. Et puis, il y a la France des élites. Et cette France des élites, elle pactise avec une troisième France, qui est la France des banlieues, la France des communautés étrangères. Et alors, ils pactisent alors qu'ils n'ont rien à voir entre eux. C'est-à-dire que le projet progressiste des élites est totalement en contradiction avec l'ultra-conservatisme de beaucoup de communautés étrangères, en Ouais. particulier, évidemment, les musulmans. Mais sauf qu'ils ont une collusion d'intérêts à bouffer le socle central qui est celui de la France enracinée. Et moi, je fais un parallèle entre cette division qui est mortifère pour nous, Français. Que nous, Français, on se trouve pris en tenaille entre tous. Et c'est ça que les gens ressentent très fortement. C'est à la fois d'être cernés de toutes parts, maltraités dans leur existence et dans leur identité propre, et en plus violentés d'un point de vue économique, et alors n'en parlons même pas d'un point de vue sécuritaire. C'est la barbarie qui est lâchée sur le territoire et qui nous agresse. Tiens, pas plus tard qu'hier, je vous l'annonce, mon fils s'est fait agresser par 20 gars à un carrefour pour qu'on lui pique sa moto. Hein. Voilà, par exemple, mon fils qui a 18 ans. Bon. Donc, nous sommes livrés. Et ça va, ton fils? Je te coupe juste, mais ça va? Là, ça va. Bon, il s'est un peu débattu, il a pris quelques coups. Et puis, alors, on a appelé les chefs de commissariat qui ont repris la moto. 1 heure et demie après. Et 20 mecs, il y avait 20 gars qui l'ont agressé. Il m'a dit 20, alors bon, peut-être que c'était pas Oui, grave. même si c'est 10. Enfin, c'est une meute qui est tombée sur lui au carrefour. Une meute. Une meute. Une meute. D'accord. Comme ça, c'est pas pour. Mais bon, tous les jours, on subit des choses comme ça. Tous les jours, moi, je prends les transports puisque je ne peux plus conduire. Donc, je vois bien ce qui se passe toute la journée. Je vois bien ce qu'il y a. C'est vraiment, en tout cas en région parisienne, un déferlement de violence, d'incivilité, d'agression permanente. Enfin, moi, je ne sais pas. Je vis à Paris depuis l'âge de 17 ans. Je n'ai jamais vu ce que je vois actuellement.
de visu. Je pourrais te citer, ne fût-ce qu'en 3 mois, le nombre d'anecdotes en plein Paris d'agressions folles à laquelle j'ai assisté, tu n'en reviendrais pas. Je pourrais vous raconter ça, je pourrais prendre 10 minutes rien que pour vous raconter ça. Du genre, un type qui n'a pas d'argent pour consommer au bar et qui donne un coup de marteau au serveur. Tu vois le genre. J'ai assisté à ça il y a 1 mois et demi. Hein. C'était un Pour boire une Norvégien. bière. C'était pas des consommations alcoolisées, parce que le monsieur était norvégien et en Norvège, on ne boit pas. Tu vois, tu comprends ça, hein. Bon, donc je veux dire que les Français sont livrés, non de la mondialisation, que les désavantages. Que les désavantages à tous les niveaux. Et cette mondialisation, elle est voulue par des élites qui veulent maltraiter à travers ça notre pays, démoraliser la population pour qu'on abandonne, je dirais, le cadre national qui est le nôtre. Voilà. J'explique dans la livre. Aujourd'hui, nous avons, je dirais, une élite, une oligarchie mondiale qui est composée de grandes multinationales et de grandes banques, qui sont concentrées comme elles ne l'ont jamais été, qui sont surpuissantes financièrement grâce à la mondialisation, parce qu'elles bénéficient à l'échelle mondiale. Elles se sont concentrées, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de concurrents, et donc elles maximisent les profits. Et pendant ce temps, les États ne cessent de s'endetter. Donc il y a un rapport de force entre cette sphère financière multinationale et les États qui est en train de tourner à l'avantage des États, de la sphère financière et des multinationales. Et tout ça pour aboutir évidemment à une mondialisation. Parce que tous ces grands trusts, cette oligarchie économique a intérêt à ce qu'il n'y ait plus de frontières, les produits circulent, pour que les réglementations ne viennent pas freiner, je dirais, la diffusion de leurs produits, et pour maximiser les profits. En plus qu'il y a un volet idéologique qui est largement partagé par ces gens-là, qui est le cosmopolitisme, libertarien, gauchiste, tout ce que tu veux. Eh bien, les Français sont les victimes de ça. Parce qu'il est bien évident que s'il s'agit de faire un monde unifié, eh bien, ce sont les pays d'Europe qui sont les plus riches qui vont être appelés à verser leur écho et à abandonner une part de leur prospérité pour les autres. C'est ça le système. Et donc, c'est pour ça que nous sommes attaqués. C'est pour ça que notre système judiciaire ne fonctionne pas. C'est tout simplement parce qu'on veut qu'il ne fonctionne pas. On veut qu'il ne fonctionne pas pour que les gens n'aient plus confiance dans leur justice, n'aient plus confiance dans leur pouvoir politique. Quand les gens voient des délinquants notoires qui agressent des vieilles, qui font des actes de barbarie, se faire relâcher au bout d'un mois. Hein. Tiens, je peux te raconter une autre anecdote avec un de mes clients. Hein. Un de mes clients qui est kurde. Alors, comme il m'a dit, parce que j'ai écrit des articles pour lui, pas kurde, je suis français. Il m'a dit ça. Donc, je le dis. Son fils s'est fait assassiner au Lila au mois d'octobre. Un garçon de 15 ans par 2 gars à coups de couteau. Les assassins ont été relâchés au mois de mai. Au mois d'octobre, et ils ont été relâchés au mois de mai. Oh là là. Qu'est-ce que tu en penses? C'est effarant. Sérieux? Viens voir le papa de ce garçon-là. Il est mort debout. C'est un mort vivant. Quelle confiance il peut avoir dans la justice? Et ce monsieur a encore le mérite de dire, moi je suis français, avant tout. C'est ce qu'il m'a dit l'autre jour. Tu dis dans l'article, j'ai écrit un article sur une post laïque pour lui, tu dis bien dans l'article que je suis français. Voilà. Mais c'est bien malheureux quand même. Mais tout ça n'est pas fortuit. Tout ça n'est pas fortuit. Je suis désolé. Moi, au bout d'un moment, on va me dire c'est du complotisme, c'est tout ce que tu veux. Non. Moi, je suis désolé. Quand tout va toujours dans le même sens, on voit bien que toutes nos institutions sont appelées à être inopérantes, à ne plus fonctionner. C'est qu'on veut dégoûter le peuple de ses institutions, de son pays, de son gouvernement, de la politique. Et on y arrive parfaitement. Ah bah oui, c'est plutôt réussi. Ouais. Voilà pourquoi les gens sont dépressifs. Une ou deux dernières questions, Olivier, à propos de l'avenir de l'Union européenne. Est-ce que en mars-avril, on a beaucoup entendu dire que l'Union européenne était vraiment en danger. Depuis, on a l'impression que la pression est un petit peu retombée, notamment à l'occasion du plan de relance, où tout le monde s'est félicité de l'accord. Est-ce que tu crois que l'Union européenne survivra à un deuxième, troisième, quatrième reconfinement jusqu'à la fin des vagues, je ne sais pas combien il y en aura. Est-ce que tu crois que l'Union européenne va survivre à cette crise sanitaire économique, voire même qu'elle va renforcer son influence sur nos sociétés? C'est évident qu'elle essaye, en tout cas, de renforcer son influence à travers, effectivement, ce fameux plan de relance européen avec la mutualisation de la dette commune. Mais même au-delà de ça, à travers les interventions de la BCE, qui sont en fait de l'endettement mutualisé, déguisé,
C'est le même principe, hein, c'est-à-dire que bon, ben, quoi, tu as besoin de 200 milliards, allez, tu vas à la BCE, on te les donne, et puis bon, après, il y aura toujours quelqu'un qui va payer hein, derrière, hein, forcément. Hein, et ce n'est pas le pays en question, forcément. Non, il est bien évident que l'Europe a sauté sur l'occasion pour essayer de provoquer un petit peu le même phénomène que ce qu'il y a eu aux États-Unis à l'époque d'Hamilton. Hein. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la Fédération des États américains s'est basée sur la mutualisation du surendettement d'un certain nombre d'États. Hein, c'est ça qui a fait que les États-Unis se sont unis. Donc ils se sont dit, ben, on va faire exactement la même chose ici en Europe, on va proposer, parce que maintenant tout le monde est surendetté, on va proposer un plan européen de mutualisation de la dette et essayer de renforcer l'Union européenne à ce niveau. Mais le problème de l'Union européenne, c'est que l'Union européenne n'est qu'une union commerciale et financière. Et que, par exemple, au niveau sanitaire, elle n'intervient pas. Et les Italiens, au mois de mars, l'ont bien vu. Ils ont brûlé des drapeaux européens parce qu'ils n'ont eu aucun soutien au moment où ils étaient les plus touchés. Et depuis, l'Union européenne, en fait, s'en fiche pas mal de toutes les questions sanitaires, de toutes les questions de terrorisme. Hein. Nous sommes victimes en France de terrorisme, en particulier quand François Hollande a essayé, dans un sursaut, de provoquer une espèce de coalition internationale contre le terrorisme. Au lendemain des attentats de Paris, il n'a trouvé personne. En fait, tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche. Bien. Donc, c'est en ça que l'Union européenne n'arrivera jamais à s'imposer déjà dans le cœur des peuples, et même comme une forme de gouvernance véritablement de remplacement, pour la bonne raison qu'elle-même ne veut pas prendre en charge l'essentiel des problèmes des gens, et qu'elle se contente de gérer, je dirais, les aspects financiers, commerciaux qui les intéressent, en relation avec un certain nombre de lobbies qui font passer leurs idées à Bruxelles à travers la Commission. Ce n'est pas, je dirais, un modèle de gouvernance qui est appelé, à mon avis, à perdurer. Et je crois qu'au contraire, c'est justement le surendettement et l'affaiblissement de l'euro qu'il va y avoir qui va provoquer l'implosion de l'Union européenne. L'implosion de l'Union européenne. Parce qu'aujourd'hui, cette monnaie unique qui nous pénalise, nous Français, comme elle pénalise les Italiens, donc deux des trois principales puissances européennes, l'écart qu'il y a avec certains pays du Nord, comme l'Allemagne ou la Hollande, va devenir insoutenable. Insoutenable. Et il faudra en permanence remettre de l'argent dans la caisse pour aider les pays qui sont sous-compétitifs comme le nôtre. Ça ne tiendra pas. Au bout d'un moment, ça ne tiendra pas. Je vous invite à revoir un discours de Pierre Mendès France, hein, qui n'est pas de notre bord. Hein. Il avait voté contre le traité de Rome en 1957. Sur cette base-là. Et ce qu'il a dit dans le discours, hein, je ne l'ai pas là devant moi, je pourrais vous le sortir, j'ai reproduit le discours dans mon livre Le dossier noir du socialisme. Il explique qu'en ouvrant le marché, en créant un marché unique ouvert, il y allait y avoir un phénomène de concentration des activités chez le plus performant, et que ça serait l'Allemagne. Et il a annoncé que la France, comme l'Italie, il avait annoncé ça en 1957, deviendrait le mezzogiorno de l'Allemagne. Il avait utilisé ces mots-là. Le mezzogiorno de l'Allemagne. Mais n'est-ce pas ce qui est en train de se passer? On y est. On y est. Nous sommes une province périphérique du cœur économique et industriel que sont l'Allemagne et les Pays-Bas. Et il faudra qu'on nous soutienne socialement, un petit peu comme les régions pauvres, comme la Creuse chez nous, ou la région de Naples en Italie. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de devenir. Est-ce que nous pourrons supporter longtemps? Je ne le crois pas. Je crois que le système ne tiendra pas, va coûter trop cher, et que les peuples vont se rebeller. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt vers ça que je pense que nous allons tendre. En synthèse, en conclusion, potentiellement, quel est ton état d'esprit pour la suite? Tu nous as dit qu'on va avoir une grosse perte d'emploi pour les salariés, les patrons, les indépendants en France, qu'on est pris en tenaille par des intérêts qui ne sont pas forcément ceux du peuple français. Il y a même les grosses entreprises d'ailleurs. Oui, même les grosses entreprises, oui. Bah, on a vu notamment des entreprises de textile là, qui quittaient le territoire et qui mettaient tout le monde au chômage. Bien sûr. Ça ne suit pas. C'est-à-dire, en même temps qu'on parle de relocalisation, c'est la débandade en fait, en réalité. Eh ben oui. Le gouvernement chante la relocalisation, mais au lieu que ça relocalise, ou ça fait faillite ou ça s'en va. Alors bon, voilà, ça c'est la réalité du terrain. Hein. Comment tu vois la suite? Comment tu te sens? Tu es optimiste à court terme, long terme? Tu es plutôt pessimiste? Ton état d'esprit? Je suis particulièrement pessimiste, mais je pense qu'aujourd'hui, sur de nombreux aspects,
Et on le sent dans les médias, le discours change. Le discours change. C'est-à-dire que la fameuse oligarchie est en train de changer complètement de discours et reprend carrément nos discours, alors évidemment les édulcorants. L'autre jour, j'ai failli tomber de mon canapé. Parce qu'il y avait Daniel Cohn-Bendit à la télé, avec Luc Ferry, enfin ils sont entre eux, hein, Olivier Duhamel, enfin ils sont 3 ou 4 là, ils font un pseudo-débat où ils font semblant de se chamailler, mais en fait ils sont tous d'accord. C'est les débats sur LCI ou sur Ouais. BFM, hein, c'est le genre. Bien. Et alors, figure-toi que Cohn-Bendit, mais tu vas bien entendre, hein, je peux retrouver la vidéo, hein, j'ai pas rêvé, hein, j'ai pas fait la sieste, je me suis fait un rêve. Il a dit, mais il est urgent de taxer les produits chinois. Ah oui. Oui, ben, je te garantis, je vais te retrouver la vidéo, si les gens veulent le voir, je vais la retrouver. Il est urgent de taxer les produits chinois. Et alors, il te dit ça comme si c'était la découverte de l'année. Tu vois ce que je veux dire? Il faut taxer les produits chinois. Daniel Cohn-Bendit, allez, il faut taxer les produits chinois. Et quand nous, on le disait, par exemple, moi, on me l'a dit 50 fois, ah, mais tu es réactionnaire, ah, ben oui, mais tu comprends plus rien à l'économie, ça, c'est l'économie de papa, etc., machin. Voilà ce qu'on entendait. Voir, on est raciste, on veut fermer la porte aux autres, on ne veut pas ouvrir nos portes, on est défaitistes, on ne croit pas dans l'avenir de notre économie française, on veut l'emmurer. Enfin, qu'est-ce que j'ai pas entendu comme truc? Et là, il te sort ça. Alors, il ne prend même pas la précaution de langage de dire oui, oui, moi-même, je n'y pensais pas, mais maintenant, je vois bien que. Ah, il pourrait dire ça comme ça. Tu peux dire bon, j'ai été trop optimiste, Non, non, il te sort ça comme ça. Ah ben merci, on ne pensait pas, on n'y avait jamais pensé. Il a fallu que le grand cerveau de Cohn-Bendit se mette à maturer tout d'un coup, et finisse par se rendre compte, une fois qu'on est complètement écrasé par la Chine de tous les côtés, qu'il fallait taxer les produits chinois. Ah oui, mais moi, ça fait 20 ans que je le dis. Voilà. Moi d'ailleurs, hein, mais enfin, on est quand même un certain nombre à le dire, et à essuyer des colibets, pour le dire. Voilà. Sur le volet sécuritaire, islam, identité, etc., bon, ben là, je suis moi-même, je ne dirais pas surpris, parce que je savais que là, ça finirait par venir, mais l'autre jour, Morandini a envoyé à la figure d'un mec, je ne sais plus comment il s'appelle, Yanis, je ne sais plus quoi, qui dirige une association islamo, machin chouette, bon bref, il lui a balancé des propos de Marine Le Pen dans la figure. Ah oui. Ah oui. Alors là, j'ai dit, mais tiens, alors maintenant, ça devient une référence, Marine Le Pen, c'est nouveau. Hein. C'est nouveau, hein, dans la bouche de Morandini. Bon, alors, c'est pas le plus à gauche, on le sait, mais enfin, il me semble qu'il y a 3 mois, il n'aurait pas osé. Hein. Donc, bon, on voit quand même qu'il y a un changement de discours. Je sens même que certains de ces gens sur les plateaux sont plus ou moins aux abois. Hein, ils ne savent plus comment retourner la situation. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple a parfaitement compris. Et je crois qu'en France, on a un problème spécifique, c'est la représentativité de nos idées, l'expression de nos idées sur le volet politique, qui, à mon avis, n'est pas complètement satisfaisante. Je crois que si, en plus de tout ce volet identitaire dont on parle, et que la plupart des gens suivent ou suivraient, les gens sont convaincus hein, qu'il y a un problème avec l'immigration, l'islam, etc., bon, la sécurité, bon. Je crois que si on était parfaitement au point en termes économiques, les gens n'hésiteraient pas une seconde. Les gens n'hésiteraient pas une seconde. Le seul problème, c'est que beaucoup d'électeurs ont l'impression qu'en termes économiques, on est un peu vasouilleux. Voilà. Et donc, toutes les hésitations viennent de là. Et c'est ce qui fait que Macron arrive encore à surnager au milieu de son océan d'échecs, de fiascos, de catastrophes, de calembredaines. Enfin, eh bien, il arrive quand même à surnager parce qu'on dit, bon, ben lui, en économie, il s'y connaît, quoi. Voilà, Et c'est ce alors, qu'on me dit. ça appellerait un autre podcast aussi, mais tu as également le problème générationnel. Tu sais que tu as les jeunes générations qui ont des tendances politiques beaucoup plus radicales que les générations qui nous précèdent et qui, elles, sont plus accrochées à leur porte-monnaie, à leur épargne, qu'à autre chose. On l'avait vu à l'occasion, je crois, c'était à l'occasion des européennes, il me semble, où la majorité des électeurs de François Fillon, chrétiens, s'étaient retournés vers Emmanuel Macron. Parce qu'il y avait la garantie de Oui. l'épargne, que c'était le parti de l'ordre et que voilà, mamie allait pouvoir partir avec sa Oui, mais centaine de enfin, bon, milliers d'euros. Bon. il faut avouer que la première partie du débat de l'entre-deux tours ne les a probablement pas poussés à voter pour Marine Le Pen. Non, non, bah Voilà, c'est clair. parce qu'il y a une faille économique et qui s'est retrouvée payante ce jour-là. Bon, mais je pense que quand on veut être un parti de changement
Et le gouvernement, il faut qu'au niveau économique, on sache vraiment de quoi on parle. C'est-à-dire, est-ce qu'on sort de l'euro, est-ce qu'on ne sort pas de l'euro, est-ce qu'on sort de l'Union européenne ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on ait des lignes claires. Des lignes claires. Et moi, je vais te dire, je suis en train de travailler sur quelque chose de très précis. Je t'ai parlé tout à l'heure de l'endettement de la France. Et l'endettement de la France, il va bien falloir, à un moment donné, trouver une solution, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. N'est-ce pas? Tu vois, la fameuse crise des subprimes de 2008, 10 ans après, on n'était pas encore remis. Mais alors, celle-là, on va mettre combien de temps? Alors, un jeune comme toi, je ne sais pas quel âge tu as, 25. 25 ans, donc il va falloir que tu attendes la retraite pour avoir l'espoir d'avoir quelque chose qui reparte. Non, moi, je vais te dire la solution. Il va falloir faire défaut partiel de pays, abandonner une partie de la dette. Le faire sciemment, le préparer pour que notre économie résiste aux conséquences de cela. Mais je crois que si on veut sauver les générations comme la tienne, mais même celles qui vont venir derrière, il n'y a pas d'autre solution. Je suis vraiment désolé, il va falloir sortir du système et faire des abandons partiels de dette. Non, mais moi, mais préparer, parce que ça ne veut pas dire ah ben, j'arrête de payer. Si on arrête de payer du jour au lendemain, là, comme on est en déficit permanent, on coule immédiatement. Donc, j'ai bien dit, il faut préparer, c'est-à-dire se mettre en situation de pouvoir ne plus payer au moins une partie de la dette et remettre notre économie, je dirais, dans une situation normale. Voilà. Non, je suis désolé, mais c'est des générations comme la tienne qui vont être sacrifiées sur l'autel de toutes les cochonneries qu'on nous a fait avaler depuis 30 ans. Oui, bah, malheureusement, on le savait, hein, pour les personnes de ma génération qui nous écoutent, et je sais que vous serez au rendez-vous, notamment pour mes amis. On le savait très bien, hein, on le vit au quotidien et on sait que les choses vont pas s'arranger pour nous, hein. Mais bon, Sauf si on change de système, je pense qu'il faut changer de système. c'est dans ce sens qu'on travaille. Tu sais, beaucoup d'entre nous ont des idées de plus en plus radicales, mais dans le bon sens du terme, c'est qu'on devient absolument certain de ce que nous souhaitons pour la suite, de ce qu'il faut faire pour ce pays, et on est de plus en plus sûr de vouloir s'y engager pour réaliser ces actions-là. Voilà, C'est ça, mais c'est pour ça que même, par exemple, tout à l'heure, tu me parlais des jeunes générations, le Rassemblement national a rassemblé, je crois, en 2017, je ne sais plus si en 2017 ou 2020, 39% des voix des jeunes. Bien sûr. Oui, donc, bon, vraiment, je pense que la jeunesse aujourd'hui est vraiment favorable au changement, hein, très favorable au changement. Hein. Alors, c'est vrai qu'on n'entend jamais que les écolos ou ceux d'extrême gauche. Voilà, mais ça, c'est les médias, évidemment, hein, c'est le miroir déformant des médias. Mais moi, je suis persuadé que la jeunesse aujourd'hui, et beaucoup de jeunes que je rencontre, est très à droite. Très à droite. En tout cas, une bonne partie d'entre elles. Et je crois que c'est ça vraiment qui est aujourd'hui un énorme sujet d'espoir pour nous tous. C'est que la jeunesse a compris que la gauche, c'était la mort de la France, la mort des valeurs, la mort du travail, la mort de l'économie, la mort du bien, parce que c'est la mort des valeurs. En fait, la gauche, c'est l'inversion des valeurs. C'est-à-dire que le mal devient bien, le délinquant devient la victime. Enfin, c'est l'inversion complète des choses. C'est le monde à l'envers et ça finit par être un monde cauchemardesque. C'est celui qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Et je crois que les gens, peut-être ne mettent pas tous des mots là-dessus, mais ils le comprennent bien aujourd'hui et le voient. Bon, à nos auditeurs, et on terminera là-dessus, profitez-en. On est dans un, dans un moment de cauchemar aussi, comme on est confiné. Profitez-en pour lire, profitez-en pour vous informer. La lecture, c'est notamment les livres d'Olivier Piacentini que vous pouvez vous procurer. Achetez-les rapidement. On ne sait pas si vous pourrez encore acheter pendant un moment. Alors, pas forcément auprès d'Amazon, mais aussi auprès de nos librairies amies. Olivier, tu es disponible là, la librairie française, notamment, voilà, c'est pour les Parisiens. Qui fait des livraisons. Je crois que vous pouvez passer des commandes par Internet et ils vous livrent directement. Voilà. C'est d'abord une librairie française, c'est une petite librairie indépendante, et alors en plus, ce sont nos amis. Donc, que demander de plus? Voilà, faites fonctionner les amis. Pour les Nancéens, les Lorrains, les gens du Grand Est globalement, vous le savez, on leur fait suffisamment de la pub, mais c'est à la librairie des Deux Cités que ça se passe aussi, bien sûr, pour pouvoir lire pendant le confinement. Et puis sinon, c'est podcasts, vidéos, etc. On rentre dans des périodes difficiles, formez-vous, profitez d'être chez vous pour apprendre. Et puis écoutez, nous, en tout cas, au club, on va faire le nécessaire pour que vous puissiez écouter nos podcasts à intervalles réguliers. Donc, d'autres entretiens sont en préparation. Olivier a ouvert un nouveau cycle, on le remercie. Et aujourd'hui, on va avoir… on te remercie beaucoup. Dans les prochains jours, nous aurons Marc Rameau en entretien, nous aurons Stéphane Edouard et nous allons avoir Stanislas Berton.
Donc, restez connectés pour suivre cette actualité. Olivier, as-tu un dernier mot à ajouter avant de conclure? Non, je vous demande à tous les jeunes de garder confiance. La vie est belle, hein, et notre pays est beau. Et c'est grâce à vous certainement qu'on va retrouver la vraie France. Celle qui est riche, celle qui est prospère, celle qui est fière d'elle-même, celle qui n'a peur de personne, parce qu'impossible n'est pas français. Et donc, je vous le dis, gardez confiance, gardez espoir, c'est peut-être le choc qu'il nous fallait pour qu'on redevienne nous-mêmes. Donc, et c'est vraiment en ça que j'espère. Et je crois beaucoup en la jeunesse française. Quel était le mot de Pierre Boutan, je crois, qui disait tous ceux qui ont annoncé la mort de la France ont un point commun, elle les a tous enterrés. Très bien, Voilà, formidable. on va pouvoir terminer là-dessus. Merci pour votre écoute, à vos partages, faites-nous de la publicité, abonnez-vous sur Facebook, Twitter, YouTube et si vous voulez nous soutenir financièrement, c'est sur Tipeee que ça se passe. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir Olivier. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas la cloche.